Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, aimer apprendre, aimer comprendre, eh bien ces qualités ne sont pas toujours récompensées dans notre système éducatif. On va le voir avec ce documentaire intitulé Prof de fac, la vocation à l'épreuve. Il est signé Thomas Loubière et Thomas Loubière est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité dans les kiosques aujourd'hui avec cette une d'histoire junior consacrée à Luther et à cette réforme avec un grand R qui a bouleversé l'Europe. Les programmes évidemment seront ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Si vous nous êtes fidèles, vous connaissez le body tap. On y revient avec un orfèvre du genre, le cœur des colibris. Et puis enfin, comme tous les vendredis, on poussera les portes de la librairie de Célie Luton. Ambiance fête de la musique un peu anticipée aujourd'hui. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Une fois n'est pas coutume, on va aujourd'hui mettre un pied après le bac à l'université à l'occasion de la sortie sur Arte d'un documentaire édifiant, aussi bien pour les lycéens qui envisagent de devenir prof de fac que pour les étudiants à l'université. Son titre, Prof de fac, la vocation à l'épreuve. Il est signé Thomas Loubière, qu'on a grand plaisir à accueillir. On va résumer le cœur du sujet avec ce premier petit extrait. C'est un prof qui parle. Tout le monde se dit mais elle a toujours tout réussi dans sa vie, forcément qu'elle va réussir son doctorat. Et une fois que tu as ton doctorat, tout le monde se dit mais évidemment qu'elle aurait un poste parce que tu es parfois la seule de toute ta famille à avoir eu ce diplôme. En fait, ils ne réalisent pas qu'il n'y a pas de poste, qu'il faut encore passer par 5 ans de précarité, voire 10 en fait, la plupart du temps. Et il faut avoir le temps, les gens autour qui sont capables de l'accepter et puis la force. Thomas Loubière, bonjour. Bonjour. Bon, il y a beaucoup d'extraits qu'on aurait pu choisir et qui disent le cœur du propos. On a pris celui-ci. Vous avez planté votre caméra pendant un an sur le campus de l'université de Rennes 2, au département d'histoire de l'art et d'archéologie. On croise une dizaine de personnages récurrents, je ne les ai pas comptés, mais enfin je pense que c'est ça en gros, avec quand même un personnage fil rouge, Clémence. Qui est-elle et pourquoi elle ? Eh bien, Clémence, elle est en dernière année de thèse en histoire de l'art, donc la dernière année de thèse, ça veut dire que c'est 7 ans et demi de travail sur une thèse, et c'est la dernière année de ce qui est un marathon pour elle. Pourquoi elle ? Parce que ça me permettait de faire narration dans le film déjà, et puis c'était assez signifiant, c'est-à-dire qu'en sciences humaines et sociales, 2 tiers des doctorants n'ont pas de financement pour faire leur thèse, donc en fait ils travaillent. On fait, ce point de vocabulaire d'ailleurs, un doctorant. Oui. Ce sont les gens qui sont en train d'écrire leur doctorat, exactement. Docteur ou doctoresse, comme on dit parfois aujourd'hui. Voilà. C'est quand ils ont terminé. Donc, pardon, je vous ai coupé. Donc, ils travaillent pour financer leur thèse. Voilà, ils travaillent pour financer leur thèse. Donc, c'est le cas de Clémence qui travaille au musée à côté, où elle fait la sécurité, la caisse, tout un tas de petits boulots qu'elle ne souhaiterait pas faire, enfin qu'elle fait de manière alimentaire. Et tout ça, évidemment, allonge la durée de sa thèse. Normalement, les thèses, on dit que c'est 3-4 ans. En fait, en moyenne, c'est plutôt 5 ou 6 ans en sciences humaines et sociales. Et elle est donc en 7e, 8e année de thèse. Voilà, 5 ou 6 ans après un Master 2, c'est-à-dire après un Bac plus 5, ce qui veut dire qu'on est 10, 12, 13 ans après le baccalauréat, donc on tutoie, on dépasse la trentaine. Ben ouais, on dépasse souvent la trentaine, et puis on rêve souvent quand on fait une thèse, c'est parce qu'on veut faire de la recherche ensuite. Un des débouchés majeurs, c'est les postes d'enseignants-chercheurs à l'université, et il y en a très peu, des postes par rapport au nombre de doctorants ou de docteurs qui, eux, postulent. Et donc voilà, c'est un peu le panier de crabe ensuite. C'est ce que ce professeur lui explique en lui disant t'en as encore pour 5 ou 10 ans à attendre pour avoir un poste. Ce que raconte ce film, c'est cette explosion de la précarité des jeunes chercheurs. Alors vous donnez un chiffre pour Rennes 2, parce qu'ils sont quand même surexploités, c'est-à-dire qu'ils font leur doctorat, mais en même temps, ils assurent des cours que ne peuvent pas assurer les titulaires faute de moyens, 25% des cours. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'elle donne, depuis 5 ans, Clémence, elle donne des cours en histoire de l'art et archéologie à Rennes 2. Et effectivement, ça représente au niveau national, 25% des cours à l'université sont donnés par des chargés de cours, des non-titulaires, qui donc, comme Clémence, alors il y a plein de types de contrats différents, il y a des vacataires, il y a des LRU, mais ce sont des gens qui ne sont pas titulaires. Donc chaque année, ils se demandent s'ils vont être réembauchés ou non. Et puis surtout, il y a des retards de paiement significatifs importants. Ah oui, c'est hallucinant. Clémence, elle n'est pas payée tous les mois. Parfois, il y a 3, 4, 5, voire 6 mois de retard, parfois plus. Et en plus, il y a eu des calculs qui ont été faits, c'est moins que le SMIC horaire. C'est-à-dire que, en fait, elle donne des cours, mais elle corrige les copies, elle répond aux mails des étudiants, elle prépare ses cours. Enfin, il y a tout un nombre de tâches qui sont invisibles, mais qui sont à faire quand on donne des cours à la fac. Et voilà, le taux de chronophage est précaire. Un deuxième extrait de votre documentaire sur cette question de l'argent. Juste avant, je donne le chiffre, effectivement, parce que j'ai regardé ces heures de TD. Une heure de TD, c'est rémunéré 41 €. Et donc, si on divise par 4,2, c'est-à-dire le temps de préparation, ça fait 9,90
85 € brut l'heure de travail effective. Donc on est en dessous du SMIC horaire. SMIC qui par ailleurs lui a augmenté et pas ces tarifs-là. Un deuxième extrait. Je considère que je fais partie des gens qui sont un peu dans le luxe, parce que l'année dernière, je dois être des rares à avoir bossé en présentiel toute l'année. Ah ouais, fais-moi rêver. Mais du coup, pas dans une fac, donc dans le privé, en étant payé à l'heure, en étant payé moins qu'à la fac, ça c'est fort, parce que déjà pas beaucoup payé. Sauf que dans le privé, on est payé sur absolument tout. C'est-à-dire qu'une réunion comme ça, on est payé. Des corrections, on est payé. Quand j'arrive et que je fais des jurys blancs, où j'arrive un peu plus les mains dans les poches, j'exagère, mais je suis payée. Ça fait 1 an que je suis en contrat dans un musée, en tant qu'agent d'accueil de surveillance. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce travail. Beaucoup de mal. Ah ouais? Et je me suis mis une pression de malade quand j'ai décroché l'entretien. Parce qu'à la fac, je ne suis pas payée, en fait. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi ce problème. Parce qu'en fait, moi, j'attends mon salaire pendant 4 mois, 6 mois. Et que ne serait-ce que pour vivre et pour pouvoir venir donner mes cours, oui, j'ai besoin de ça. Parce que tu es un être humain et que tu manges. Voilà. Voilà, ces témoignages qui sont extrêmement durs. Il y a aussi un des personnages, un étudiant que vous filmez, qui décrit sa situation à des gens. Et les gens le regardent en lui disant « mais j'aimerais vraiment pas être à votre place ». Et il faut ça pour qu'ils se rendent compte que c'est pas acceptable. Oui, c'est pas un étudiant, lui il est titulaire. Donc, oui, pardon. Parce que voilà. Et il subit oui, vous avez fait raison. En fait, c'est les deux volets du problème. Ça. C'est-à-dire qu'il y a les non titulaires comme Clémence qui donnent des cours et qui sont précaires. Et il y a ceux qui sont titulaires. Donc ouf, enfin j'ai un salaire, je suis fonctionnaire, tout va bien, enfin tout devrait aller bien. Sauf qu'eux, ils ont d'autres problèmes. Comme l'université manque de moyens et manque de personnel. Ils font 1 milliard de choses. Ils font 1 milliard de choses. Ils ont peu de temps pour la recherche et pour l'enseignement. On va parler de tâches administratives. Et ça crée une perte de sens en fait pour les titulaires. On va en parler à Thomas Laubière, et pour cause, parce qu'il y avait 110 000 enseignants vacataires en 2017, 130 000 aujourd'hui. Au niveau national, c'est pas 25, c'est 40% des enseignements à l'université, ai-je lu. Et en 20 ans, en revanche, le nombre de postes de maîtres de conférences, ce dont on parle là, qui a été mis au concours, a diminué de 65%. Donc tout ça n'est absolument pas le fruit du hasard. On en parle juste après l'anti-sèche. Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'actu est dans les kiosques aujourd'hui avec le magazine L'Histoire Junior qui, en ce mois de juin, consacre son dossier principal à Martin Luther, prêtre, professeur de théologie, qui a ouvert ce qu'on appelle le temps des réformes, c'est-à-dire un bouleversement profond de l'Église catholique en Europe. Et oui, ce qui a eu comme finalité de donner naissance au protestantisme avec des guerres de religion très meurtrières sur lesquelles on va revenir. L'apport de Luther, on le compare souvent à un tremblement de terre en Europe, tant il a tout simplement changé son destin. On est donc au début du XVIe siècle. Luther est alors un jeune moine allemand et il s'inquiète de ce qu'il constate au sein de l'Église catholique à ce moment-là. Absolument. Absolument, il n'est pas le seul. À ce moment-là, l'imprimerie se développe, les gens ont de plus en plus accès à la Bible et sa lecture et son interprétation se démocratisent. Et alors que dans le Nouveau Testament, il s'agit de renoncer aux richesses et de vivre dans la pauvreté pour se rapprocher de Dieu, eh bien, le quotidien des évêques et des cardinaux est très différent, c'est même tout le contraire. Ils vivent de manière très luxueuse. À Rome, par exemple, le pape fait construire la basilique Saint-Pierre, le plus vaste édifice religieux chrétien. Et comment finance-t-il cela? Il le fait en demandant à ses évêques de vendre ce qu'on appelle des indulgences, et ça irrite Luther. Absolument. Alors les indulgences, ce sont des papiers officiels de l'Église catholique qui garantissent aux chrétiens une réduction de la peine à endurer pour leurs péchés après leur mort. En gros, ce qui est quand même cool, entre nous. Ce qui est cool, ce qui est très, si très c'était cool. encore en vente, peut-être qu'on en achèterait une ou deux. Peut-être. Quand on fait dire des bêtises aux gens sur des plateaux. Voilà, des choses comme ça. Exactement. Alors en gros, voilà, on achète des indulgences. Vous économisiez, Emma. Merci Emmanuel. Et donc on obtient le pardon de Dieu et on garantit sa place au paradis. Voilà. Alors en faisant ça, l'Église permet aussi d'apaiser une grande partie de la population après la Grande Peste, puis après la guerre de 100 ans qui a marqué les esprits. Et cette technique, figurez-vous, séduit de nombreux croyants. Et oui, pour condamner les abus de l'Église, ce genre d'abus, Luther rédige, on est en 1517, 95 thèses, les fameuses thèses de Luther, et il demande notamment la fin de ces indulgences. Absolument. Alors entre-temps, en plus d'être moine, Luther est devenu professeur de théologie, il a beaucoup étudié la Bible, et pour lui, ces indulgences, et d'ailleurs les bonnes actions, ne change rien. Dieu pardonne à ceux qui ont la foi et de manière totalement gratuite. Autre point de divergence avec l'Église catholique, pour lui, les protestants peuvent être guidés par des pasteurs qui peuvent se marier et prêcher dans la langue de leur pays et non en latin.
Évidemment, tout ça passe mal du côté du Vatican. Le pape lui demande de renier ses thèses, ce que Luther refuse. Eh oui, jusqu'à brûler en public la bulle pontificale. Alors la bulle pontificale, c'est une lettre officielle du pape scellée par de la cire. Et donc, il la brûle en public et il est excommunié, c'est-à-dire exclu de l'Église, ce qui est une des pires sanctions à l'époque. Ce qui n'empêche pas, au sein de la communauté chrétienne, ce qui n'empêche pas le protestantisme de se propager, et c'est le cas notamment dans le Saint-Empire romain germanique. Oui, les princes protestants qui rejoignent Luther dans ses idées sont très nombreux, d'autant plus que le théologien traduit la Bible en allemand, et donc il la rend accessible à encore plus de monde. Charles Quint, à la tête du Saint-Empire romain germanique, ne voit pas du tout d'un très bon œil que son empire soit peu à peu morcelé à cause de la réforme. Et en 1530, la confession d'Augsbourg est présentée à l'empereur et donc contient tous les grands principes du luthéranisme. Et voilà, et vous nous l'aviez annoncé, ce qui amène à ces conflits religieux qui secouent l'Europe pendant de longues années. Exactement, une Europe donc divisée en deux camps, l'un catholique, l'autre protestant. De nouveaux modèles d'église sont implantés un peu partout en Europe, beaucoup dans les pays scandinaves, Danemark, Norvège, Suède, Finlande. En Suisse, le calvinisme, l'église anglicane en Angleterre, donc résultat des guerres de religion qui opposent protestants et catholiques dans toute l'Europe plus de 100 ans, jusqu'en 1648, date du traité de Westphalie, qui donne donc une autonomie, enfin, aux princes protestants. Merci beaucoup, Emma. Et si on veut en savoir plus, l'Histoire Junior. Histoire Junior du mois de juin, comme d'habitude, toute l'année. Super magazine. Oui, super magazine. On se retrouve pour la récré ? Avec plaisir. Grand oral, Thomas Loubier. C'est un sociologue à l'Université de Londres qui parle. Il est cité dans un article du Monde en 2020, je le cite donc, « L'anxiété est omniprésente dans les universités anglaises. La précarité accentue ce constat. C'est un symptôme des évolutions du secteur, mais c'est aussi une stratégie de gouvernance qui assure la soumission des employés. » Soumission et adhésion, ça ressemble à quelque chose. Un troisième et dernier extrait du documentaire de Thomas Loubier. Au-delà de tout ce qu'on a déjà évoqué, faut vraiment que ce soit difficile jusqu'au bout, qu'on soit méritant jusqu'au bout, pour espérer peut-être qu'on nous dise qu'on est légitime d'avoir fait ce qu'on a fait, quoi. Et là, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Le syndrome, là, quand tu tombes amoureux de ton agresseur, je sais pas. Stockholm, voilà, merci. C'est le syndrome de Stockholm. Je vais aller camper devant la fac, je veux plus partir. Ouais. Syndrome de Stockholm, et pour en savoir et en voir plus, vous allez sur la plateforme d'Arte Vidéo et vous trouverez très facilement ce passionnant documentaire sur les profs de fac signé Thomas Loubier, les profs de fac débutants ou les wannabe profs de fac. Vous vouliez me reprendre, j'ai l'impression, sur l'histoire de chiffres de la précarité. Oui, faisons-le. C'est parce que vous disiez donc 40% au niveau national. C'est compliqué de savoir, mais voilà, c'est entre 25 et 40%. Parce qu'il y a des faux vacataires, enfin il y a des vacataires, si vous voulez, qui sont des vrais vacataires, c'est-à-dire que ils travaillent à côté. Je sais pas, ils sont photographes, ils sont journalistes, et puis ils viennent de temps en temps intervenir. Oui, ce qui n'est pas problématique, comme on a pu. Moi, je l'ai fait à une époque d'ailleurs. Je donnais des cours dans de journalistes à la fac. C'est pas un précaire. Voilà, c'est ce que devrait être un vacataire. Donc là, vous êtes payé avec des mois de retard, mais c'est pas trop grave parce que vous avez un salaire par ailleurs. On est content de voir des jeunes et tout ça va très bien. Exactement. Mais l'université utilise ce statut en fait pour embaucher de manière permanente des enseignants. Et de manière illégale. Et d'ailleurs, pour qu'ils soient payés, il faut qu'ils aient un job à côté. Donc parfois, ils sont obligés d'avoir parfois même un emploi pas très légal d'ailleurs pour produire une sorte de fiche de paye. Sinon, l'administration dit non, on vous paye pas. Ouais. Et ce qui crée tout un tas de problèmes avec Pôle Emploi, avec la CAF. Enfin, en fait, ils sont. La vie est assez impossible. Ouais. Ce à quoi je voulais venir avec cet extrait-là d'ailleurs, et cette citation aussi qui nous venait d'Angleterre, c'est qu'une histoire, l'histoire que vous racontez, c'est aussi celle d'une précarisation psychologique. Bah exactement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup disent souffrir du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas utile parce que qui dit précarité économique, qui dit non-reconnaissance de la part de l'université, des titulaires qui souvent ne sont pas au courant, ne veulent pas voir ou traiter ce problème. Et donc quand on est doctorant ou docteur et qu'on n'a pas de poste, on ne trouve pas sa place dans la société en fait, et on se demande ce qu'on fait là et si ça a un sens, si on est moins bon que les autres, on se met à douter, donc ça crée tout un tas de fragilités psychologiques évidemment qui sont très très dures. On les sent très très insécures pour des jeunes gens qui sont parmi les plus brillants dans leur discipline. Bien sûr, voilà, en plus, il y a une forme de gâchis parce que souvent c'est les premiers élèves, ceux qui sont bons, on leur dit allez, fais une thèse, tu vas voir, ça va, t'as les capacités pour, etc. Et finalement, il n'y a aucun débouché derrière, alors que c'est le diplôme le plus haut qu'on peut obtenir à l'université. Et en fait, on vous dit à la fin,
ça vaut rien. Ou éventuellement attends pendant 5 ou 10 ans et on verra bien. Exactement. Ouais. Donc effectivement, ça crée beaucoup de souffrance psychologique. Alors qu'est-ce qui les sauve et qu'est-ce qui fait qu'ils tiennent malgré tout? L'entraide, j'imagine, on la voit beaucoup à l'œuvre entre eux. Oui, il y a l'entraide, il y a l'espoir de trouver un poste, il y a les étudiants, parce que comme quand on donne des cours, on a un rapport affectif et puis personnel avec les étudiants. Donc chaque année, Clémence le disait souvent, il y a des étudiants qui viennent lui dire merci pour les cours que tu nous donnes. Ça a créé chez moi ça rebooste un petit peu le déficit de confiance. Oui, et l'ego, et puis on se dit, ah bah tiens, voilà, ça sert à ça. Et même chez les titulaires, beaucoup le disent, on tient parce qu'il y a des étudiants qui nous attendent tous les jours sur les bancs des amphis, donc on y va pour eux, beaucoup. Chérifa Boukassem, qui est co-auteur d'une étude sur des jeunes chercheurs dans le monde et qui parle des jeunes chercheurs en emploi non stable, expliquait en 2019, je cite, qu'il se dégage une souffrance face à cette situation d'esclave. Beaucoup s'interrogent, dépriment. Je suis parfois sorti des entretiens qu'elle a menés pour ces recherches, la boule au ventre. Vous-même, quand vous les avez rencontrés, écoutés, vous avez eu des surprises, vous attendiez à ça? Oui, on en discutait beaucoup donc avec les trois protagonistes du film, Clémence, Colin et Baptiste. L'idée c'était de raconter ça et en même temps, donc oui, il y a de la souffrance, elle est réelle, faut pas la minimiser. Et moi j'ai fait une 50aine d'entretiens avant de commencer le film, donc j'ai rencontré plein d'enseignants-chercheurs qui témoignaient tous de cet état de fait peu glorieux. Et en même temps, on voulait faire un film où il y a aussi de l'autodérision, il n'y a pas de complainte parce qu'ils veulent défendre le système universitaire tel qu'il est, parce que c'est hyper utile. 60% des étudiants passent par là pour se former, pour devenir des citoyens, pour apprendre un métier, tout simplement s'éveiller au savoir. Donc c'est le fer de lance de notre enseignement supérieur, ces universités, ils y tiennent, ils veulent que ça perdure, donc ils se battent pour ce système. Dans un lieu qui se bat beaucoup, parce que je ne l'ai pas dit, mais Rennes 2, c'est cette université qui, avec Toulouse-le-Mirail et une ou deux autres, se met en grève à peu près au bout de 12 secondes quand il y a un mouvement social. C'est une université très engagée. Oui, du côté étudiant surtout. Les enseignants-chercheurs, en fait, c'est paradoxal parce qu'en sciences humaines et sociales, on développe des concepts, on parle de genre, on déconstruit tout un tas de choses qu'on voit dans la société, de normes sociales, de rapports de domination. Et en même temps, c'est aussi un endroit assez hiérarchisé, assez normé, où entre enseignants-chercheurs, on fait attention à ce qu'on dit. Il y a une hiérarchie très forte à l'université. Bouche-trou, précaire, invisible, fantôme, ce sont les mots qu'emploient volontiers des enseignants précaires de l'université pour se décrire. On continue à parler d'eux et des causes de cette situation avec Thomas Loubière. Une petite récré pour l'instant, on retrouve Emma. Emma, rebonjour. Rebonjour. On va faire du body tap. Bah oui. Thomas est un professionnel du body tap, m'a-t-il confié. J'en ai fait un petit peu, ouais. Je me souviens qu'il en a fait. Mais on va laisser faire Nelly Gibson. Moi, si je vous avais dit ça, vous m'auriez demandé une démonstration. Ouais, mais vous n'êtes pas... D'accord, ok. Non, on va surtout prendre des nouvelles donc d'une invitée de la quotidienne, Nelly Guillemsens, qui était venue nous raconter la formidable aventure qu'elle vit avec le Chœur des Colibris, une chorale d'enfants qu'elle dirige. Elle est professeure de musique dans un collège à Cambo-les-Bains, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Et quand on l'avait reçue, elle avait déjà fait un carton avec la 5e symphonie de Beethoven, puis avec le Boléro de Ravel. Aujourd'hui, le chœur revient avec son dernier né, un mix entre les musiques de Game of Thrones et Carmina Burana. On regarde. Thomas, il dit c'est du sérieux quand même. C'est pour ça que je ne vais pas vous demander de démo quand même. Elle a un don pour trouver des cadres hallucinants. Bah oui, et là on est donc au Pays Basque, c'est le mont Ursua. C'est magnifique. Superbe. Carmina Burana meets Game of Thrones. La 3e pour trouver évidemment tout ça sur Internet. Et Nelly, quand vous repassez à Paris, on est ravis de vous recevoir de nouveau sur le plateau de la quotidienne. Merci Emma. Merci. Grand oral, Thomas Loubière.
Autre extrait de cet article du Monde que je citais tout à l'heure, cette fois sur la France et non pas sur l'Angleterre. Je cite: l'aspect psychologique n'est pas négligeable. Une sorte d'emprise perverse se développe sur le précaire, incité à rester pour maintenir un système déficient. On en parle de tout cela avec Thomas Laubière. Ces précaires sont ceux de l'université et vous avez consacré un film, un documentaire qui est disponible sur la plateforme d'Arte à ce sujet-là. Oui, il y a un côté complètement pervers dans tout ça. Oui, vu du dehors en tout cas. On l'a déjà évoqué, effectivement. C'est parce que moi, ce qui me tient à cœur, ce qui me tenait à cœur aussi, c'est un service public, donc comme je commençais à le dire tout à l'heure, qui est assez fondamental, l'université. Donc c'est un lieu où on peut aller se former quasiment gratuitement quand on est bachelier. Ils y sont tous très attachés à ça. Oui, et c'est assez peu filmé aussi, c'est-à-dire que c'est un service public qui est peu raconté. Il y a beaucoup de films documentaires qui sont faits sur la santé, les hôpitaux, sur le monde de la justice. Sur l'école, pas mal. Sur l'école. Le scolaire, l'enseignement supérieur est une arène documentaire, un décor documentaire qui est assez peu exploité en fait. C'est vrai. Donc ça me tenait à cœur de raconter cette histoire. Il y a une autre histoire que raconte votre film et qu'elle parcourt, c'est celle d'une université qui est en crise de gouvernance et en crise de gouvernance grave. Il y a des scènes hallucinantes de discussions entre enseignants et chercheurs. Alors, pour le coup, ils ont un poste, personne ne veut faire chef. Ben non, personne ne veut faire chef parce qu'en fait, faire chef, être directeur de département à l'université, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire beaucoup plus de tâches administratives qui sont souvent rébarbatives, donc avoir moins de temps pour sa recherche, moins de temps pour ses étudiants, sans augmentation significative, donc finalement les avantages sont très peu nombreux, sont pas importants, et la tâche est lourde. Donc plus personne, il y a une forme de démission aussi généralisée. En fait, il y a du repli sur soi parce que tout ce contexte difficile fait que autour de la table, là, Colin et Baptiste, eux, sont directeurs, et disent tiens, qui va nous remplacer? C'est ça. Et ils ont pris le poste à deux en plus. Eux, ils ont pris le poste. Ils y sont allés en se disant bon, ça va un peu diminuer le truc. Voilà, et personne ne veut les remplacer, quoi. 50% d'enseignement, 50% de recherche. Et 50% d'administratif. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut, c'est ce qu'ils disent dans le film à un moment donné, et un sous-financement ahurissant, notamment dans ces disciplines, que sont les sciences humaines et sociales. L'une des enseignantes, je crois que c'est une des enseignantes qui avait fait le calcul en disant on a 35 € par an et par chercheur pour faire de la recherche. Donc c'est même pas de quoi payer un billet de tram pour sortir de Rennes, quoi. Voilà, c'est pas grand chose. C'est-à-dire que, et en plus de ça, c'est effectivement les moyens de la recherche, parce que c'est toute la spécificité de nos universités, ils sont enseignants et chercheurs. Normalement, 50% d'enseignement, 50% de recherche. Donc, et c'est là où se fait il y a des centres spécialisés comme le CNRS qui ne font que de la recherche, mais le gros de la recherche en France se fait à l'université. Et ils ont plus de temps et plus de moyens pour ça, très peu de moyens, en tout cas dédiés via le ministère. Dernière question, Thomas Laubière. Il y en a certains qui relient cette crise au néolibéralisme. Qu'est-ce que ça veut dire de votre point de vue? Parce que quand on le regarde de l'extérieur, on n'est pas non plus dans une situation de marchandisation du savoir. C'est plutôt dans les rapports sociaux, c'est ça? Si, parce que c'est-à-dire qu'il y a une des peurs, c'est que les étudiants aient à payer ou que la formation soit de plus en plus sélective et payante à l'université, ce qui commence à se faire. C'est-à-dire qu'on est sur des universités un peu à deux vitesses. Il y a des universités qui commencent à être comme Paris-Dauphine ou comme d'autres, où il y a quelques formations qui demandent un peu plus d'argent, voire même beaucoup plus. Et puis il y a des formations sélectives et il y a d'autres universités, notamment en province, qui sont moins réputées, qui donnent moins envie, moins attractives. Donc ça crée de la concurrence entre établissements. Ça, c'est un problème. Et le deuxième, c'est que comme il n'y a plus d'argent pour la recherche, il faut aller chercher des financements privés pour faire sa recherche. Et pour ça, c'est problématique parce qu'il faut faire des dossiers. Et puis il y a certaines recherches qui sont vendeuses, entre guillemets, et d'autres non. Et là, évidemment, qu'est-ce qui est vendeur? Enfin, une entreprise qui n'est pas là pour l'intérêt générale, elle va pas rechercher, elle va pas financer un programme de recherche qui ne l'intéresse pas. Donc si c'est de la philo, si c'est de la littérature, si c'est de la sociologie, c'est moins facile à financer. On est potentiellement en danger, on ne trouve pas d'argent. Prof de fac, la vocation à l'épreuve, vous restez avec nous, on va pousser la porte de la librairie de Célie, on redonnera évidemment les références du film. Emma, merci beaucoup. Merci. On vous laisse réviser le body tap parce que un terreau dans la prochaine émission. Célie Luton, la librairie. Et comme tous les vendredis, on pousse les portes de la librairie et on retrouve Célie. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Célie Luton, libraire, c'est la librairie des enfants, Paris 17e. Oui. Chroniqueuse dans la quotidienne et on anticipe de quelques jours la fête de la musique puisqu'on ne sera pas ensemble le 21 avec 3 ouvrages. Hélas. Autour de la musique. Oui, on va voir le côté des choses. Toujours de beaux livres, justement. Et là, j'ai choisi 3 coups de cœur. Le Père Castor.
Les musiciens de Brême. Oui, première édition en 1850. C'est ça, c'est un conte de Grimm. Oui, exactement. Qui ne se rappelle pas de ce vieil âne qui, après des années et des années de bons et loyaux services, a voulu quitter son maître qui voulait lui voler sa peau, rencontrer un vieux chien qui lui aussi avec des déboires avec son maître, rencontrer un chat et un coq. Ils ont envie d'aller jouer à Brême. Ils essayent d'y aller, les illustrations sont signées. Alors, Koschka. Koschka, oui, c'est magnifique, je trouve ça plus moderne, plus coloré, c'est un conte qu'on adore redécouvrir. Moi, je l'ai découvert d'ailleurs avec honte à la fac, lors d'un oral. Pourquoi avec honte? Oui, parce que j'aurais dû le connaître bien avant, je pense que tous les enfants... Ah, je croyais que vous saviez, on allait à la fac. Oui, Thomas qui vend son truc. Ah, voilà, c'est extraordinaire. Non, c'est... Ah, ben là, vous avez 2 purs produits de l'université. Ah, bah, voilà. Sur le plateau, peut-être vous aussi d'ailleurs, je ne sais pas. Mais, voilà. Koschka, ça veut dire petit chat en russe. Oh, comme ça, vous sortirez un truc de plus. Le Vérifier. professeur de musique, Yael Hassan, on monte en catégorie d'âge, c'est un vieux roman, il a au moins 20 ans. Oui, 23 ans. 23. 23, c'est jeune, puis c'est Yael Hassan, donc c'est toujours un bonheur de la retrouver. J'aime particulièrement ce roman qui est beaucoup étudié en 6e, l'histoire de Simon Klein, un professeur de musique trop gentil, et là, sa dernière année avant la retraite, il dit « je serai ferme ». Et oh là là, le jour de la rentrée, il découvre... Parce qu'il a des élèves qui n'écoutent pas beaucoup, qui n'adorent pas la musique. Et il dit ça passe pas cette fois. Bah non, ça passera pas. Ouais. Et il a eu des déboires avec une famille. Et là, il y a le petit dernier Malik qui arrive dans sa classe. Et Malik, lui, il va toucher son professeur au cœur qui ne voulait plus jamais toucher un violon. Sauf que Malik, lui, il a fait un rêve. Il veut devenir violoncelliste. Ouais. Et il va pousser Monsieur Klein à justement se réconcilier malgré son passé justement dans l'orchestre d'Auschwitz. Et je signale d'ailleurs que des œuvres de musique composées par les musiciens d'Auschwitz sont audibles en ce moment. Oui, je crois que c'est ça. Attendez, j'en ai entendu parler aussi. Voilà, on va retrouver. C'est sur une plateforme, absolument. Mais vous googlez ça, vous allez trouver très facilement. Le professeur de musique, Yael Hassan, très très beau roman. C'est pour à partir année-collège. Oui, année collège, parce que c'est quand même thème de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. 2 êtres qui... Bon niveau de lecture quand même. S'entendre. Oui. On termine avec Mozart à Paris. C'est une bande dessinée éditée chez Casterman et signée Franz Duchazot. Exactement. Ça, c'est publié en 2018. Donc, on prend... ce n'est pas une énième biographie de Mozart. On va s'attarder sur les 3 semaines que le jeune compositeur âgé de 22 ans a passé à Paris. Il est talentueux. Il essaye de s'éloigner un petit peu, si je puis dire, de l'influence de son père, mais le talent, le caractère vont lui causer beaucoup d'inimitié. Voilà, et un super dessin. Oui. Alors, quelques exemples, parce que vous m'avez coché quelques pages. C'est ça. Ah, regardez. Oui, moi je mets des post-it, je suis très post-it. Voilà. Donc il y en a partout. Et là, c'est un Paris pré-Haussmann. Et oui. Voilà, et c'est magnifique parce qu'on n'a pas l'habitude justement d'en voir. Je me disais, mais on dirait le Moyen-Âge. Et pas du tout. On découvre de nouvelles choses. Je le conseille vraiment fin de collège, lycée, adulte, parce que si on n'a pas de notion de la vie de Mozart, on est un petit peu... C'est un peu décevant. Non, c'est pas décevant, c'est juste qu'on est un peu perdu. Ah oui, on est paumé, on comprend pas tout n'est pas expliqué. Exactement. Génial. Un aparté. Formidable. Mais c'est bijou. Et on le lit évidemment en écoutant... Mozart. Évidemment. Merci beaucoup. C'est chez Casterman. Le professeur de musique, c'est chez Casterman également. Mes poches et le père Castor, les musiciens de Brême. Thomas, merci de nous avoir accompagnés. Aussi, ça vous a fait... pourquoi vous aviez fait ce film en dehors des raisons politiques? Vous connaissez, vous êtes universitaire vous-même? Parce que moi, j'ai adoré mes années à la fac. J'ai fait de la socio et de la science politique, donc c'était des bonnes années. Puis j'ai des copains qui ont continué en doctorat, donc qui me racontaient un peu les coulisses, une fois quand on est en thèse. J'ai un papa qui a fait une bonne partie de sa carrière à la fac, qui était professeur associé à Paris 8. Donc voilà, c'est un milieu que j'aime. Vous connaissez, que vous aimez. Voilà, donc je suis un produit de l'université. Donc voilà. Donc c'est une façon dommage, et vous aviez raison de le souligner. Il y a peu de documentaristes qui plantent les caméras à l'université, et peu de fiction. D'ailleurs, c'est le cheval de bataille d'Emmanuel Etis, qu'on recevait récemment, le recteur de l'université de Rennes, qui dit à quel point aux États-Unis, dès qu'on a besoin de comprendre quelque chose dans un film, on va se retourner vers un universitaire, y compris dans Les Dents de la Mer. C'est-à-dire, on ne comprend pas le truc, on va chercher un savant qui sait. Indiana Jones, c'est un savant qui vient de l'université. La première image du numéro 1, il est en train de donner un cours à la fac. Et il dit, voilà, en France, quand on ne sait pas, on va chercher partout, sauf à l'université. Il y a un beau plan, une séquence, le début de film. De Desplechin. Ouais. Non.
de Alice Diop. Pardon, sur le procès. Oui, sur le procès. Absolument. Et Autant pour un moi. des personnages qu'on voit qui fait une conférence à l'université. J'ai confondu Roubaix et Saint-Omer, pardon. Merci beaucoup Thomas. Merci ça se à passe vous. sur Arte, ce documentaire sur les profs de fac. Merci Céline, on se retrouve la semaine prochaine après la fête de la musique. Avec plaisir. Et merci aussi à toute l'équipe, Emma Razafin, Lambeau au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission, assistée en régie aujourd'hui par Emma Frari, Thibaut Goury-Lafont pour le son, Xavier Sanchez pour la réalisation. Merci aussi à vous qui nous suivez, bien évidemment, vous restez sur Soul TV et on se retrouve en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.